une entreprise qui n'a pas 50 millions de chiffre d'affaires, demander 200 millions en financement, tu vas fermer alors qu'en réalité, tu as de l'argent dehors. Est-ce qu'il y a certains entrepreneurs qui demandent des montants irréalistes? 90% des entreprises ne demandent pas le besoin réel. Pour deux choses. On entend souvent des entrepreneurs dire « personne ne veut financer mon projet ou mon entreprise ». Mais la vraie question à se poser c'est « est-ce que ton entreprise est prête à être financée ?» Bonjour et bienvenue dans l'Astuce. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité très important, surtout dans le domaine du financement, qui va nous parler de comment tu peux faire pour que ton entreprise soit finançable, pour que justement tu puisses avoir des financements. Parce que beaucoup pensent qu'il suffit juste d'avoir une bonne idée ou un bon produit pour être financé. Mais la réalité est tout autre. Suis-nous jusqu'à la fin et surtout ne loupe pas les précieux conseils qu'il va dire vers, je pense, 3/4 de l'émission et partage autour de toi. Sur ce, let's go! Avec le soutien du FONAP, partenaire officiel de l'Astuce. Issa Kadamou, bonjour et bienvenue dans l'Astuce. Merci d'avoir accepté surtout notre invitation et merci de vous présenter à nos spectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Dandari. Avec plaisir. Donc, merci d'avoir pensé à moi pour cette émission-là. Alors, moi, c'est Issaka Adamou Boukari. Je suis donc d'abord entrepreneur. Je suis aussi directeur général donc, du cabinet FME Consult. FME Consult, c'est un cabinet qui intervient dans tout ce qui est financement, management et sur le volet entrepreneurial. Grosso modo, voilà un peu qui est Issaka Adamou. Et au fur et à mesure de l'émission, vous allez découvrir quelques facettes de l'homme. Justement, et surtout l'expertise de l'homme. Alors, vraiment, on est très heureux de vous avoir, surtout que c'est une longue série qu'on prépare sur le financement et peut-être qu'on va vous retrouver dans l'astuce justement. Alors, que signifie une entreprise finançable? Alors, on rentre directement dans le corps. Très bien. Oui, après, on va détailler. Une entreprise finançable, en fait, tout simplement, c'est une entreprise qui d'abord aspire confiance. Et c'est une entreprise, en fait, dans laquelle les financeurs, donc que ce soit des partenaires, des banques ou autres, en fait, acteurs du financement, se retrouvent directement. Donc, s'y projettent, en fait. On finance quand on se projette, en fait, dans une entreprise, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, être une entreprise finançable, est-ce un état ou est-ce un processus? C'est plus un process en fait que autre chose. Pourquoi c'est un process? Parce qu'une entreprise peut ne pas être finançable maintenant, l'être demain. Peut être finançable aujourd'hui et ne pas l'être demain. C'est pour ça, ça ne peut pas être un état, mais plutôt un process. C'est un processus en fait. D'accord. Ouais. Alors dans mon introduction, je parlais de bonne idée. Est-ce qu'une bonne idée suffit pour être finançable? C'est quoi d'abord une bonne idée? C'est ça en fait la principale question. Dites-nous c'est quoi une bonne idée alors? Alors, d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que l'entreprise répond à un besoin. Ça je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et que ce besoin-là, il doit être un besoin marchand, donc qu'on peut vendre. Et il faudrait aussi en fait que ce besoin-là trouve en fait des gens qui sont prêts à payer le prix donc à un marché. Donc une entreprise aujourd'hui, pour avoir une bonne idée, donc doit mélanger en fait tout ce que je viens de dire. Donc c'est de trouver un produit ou un service innovant, vraiment à valeur ajoutée et qui a quand même un marché. Aussi simple que ça. D'accord, ça c'est la bonne idée. Maintenant, est-ce que cette bonne idée-là suffit pour être finançable? Non. D'accord. Bon, sûrement que dans les prochaines questions, on va trouver le pourquoi de ce nom-là. Exactement. Si on ne trouve pas, merci de me rappeler, on va y revenir. Okay. Alors, selon vous, quel est le plus grand malentendu des entrepreneurs concernant le financement? Deux choses alors. D'accord. Ou trois même. Hein. La première chose, c'est que pour l'entrepreneur, dès qu'il a une entreprise, dès qu'il a un produit ou un service, c'est qu'il va vers les acteurs de financement. Pour lui, le financement doit être automatique. Donc, quand il ne trouve pas, il trouve que ce n'est pas normal. C'est pas juste. Depuis que le monde a été monde, on ne finance pas tout le monde.
Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, le malentendu, c'est tout simplement que les entrepreneurs, très souvent, ne sont pas préparés. Ils ne vont pas en étant préparés. Donc, quand on n'est pas objectif, c'est-à-dire que l'entreprise vous appartient, très souvent, on n'est pas objectif, on est subjectif. Nous, on connaît notre entreprise, on connaît en fait ce qu'elle vaut et tout, mais est-ce que c'est le cas de l'acteur qui est en face? C'est à vous de lui montrer le potentiel que vous voyez dans votre entreprise, sinon lui, il ne pourra pas le voir. Et ça, pour ça, il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de choses à faire. Et enfin, en réalité, en fait, on surévalue. On surévalue. Alors, pour la petite anecdote, il y avait une émission qui passait sur TV5 Monde, Les Nouveaux Boss, où l'essentiel des acteurs qui étaient passés, en fait, ont surévalué. Et je pense que les jurys les ont rappelés. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui vient d'exister ou une entreprise qui n'a pas, c'est juste un exemple, qui n'a pas aujourd'hui 50 millions de chiffre d'affaires, demander 200 millions en financement, c'est tout simplement pas cohérent, en fait. Pas cohérent par rapport aux chiffres, en fait, générés dans le moment. Ouais, ou par rapport à ce qu'on a l'habitude de pouvoir gérer en termes de capacité. Exactement. D'accord. Donc, à quel moment, par exemple, une entreprise commence à devenir finançable? Pour poser un peu les jalons déjà, en fait, dans le monde du financement, à chaque stade de l'entreprise correspond un financement qui est adapté. Ok. Ça, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce n'est que quand l'entreprise commence à vendre des tonnes et des milles qu'il est finançable. Non. Dès sa création, il y a un financement, un type de financement qui doit lui correspondre. À chaque stade d'évolution de l'entreprise, on a en fait des types de financement qui correspondent à ce stade-là. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre deux ou trois stades avec ce type de financement? Alors, par exemple, quand on vient de commencer, pour tous ceux qui est TPE ou pour tous ceux qui est entreprise individuelle, quand c'est le tout début, le démarrage, en fait, c'est plus conseillé sur de la love money et sur, en fait, du MVP, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le premier financement souvent vient du cercle d'amis ou du cercle familial. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de, on va dire, de restrictions. C'est un financement auquel on a plus accès quand on vient de commencer. Et d'ailleurs, je pense que l'essentiel, en tout cas, la majorité des entreprises, quand ils commencent, c'est comme ça qu'ils se financent. Après, vous avez aussi ce qui est cohérent et ce qui est très bien, et d'ailleurs recherché, c'est que quand l'entreprise commence, il faut que les tout premiers produits soient vendables. Donc, s'autofinance à travers ces produits qu'il aura générés. Même si c'est sur du prototypage, il faudrait que l'entreprise quand même puisse montrer en fait cette capacité à vendre ses produits qu'elle introduit sur le marché. C'est ça. Voilà, donc ça c'est les deux types de financement qui peuvent correspondre pour des entreprises qui viennent de démarrer. Après, par exemple, pour l'accélération, qu'on veut aujourd'hui atteindre un certain niveau, qu'on a dépassé, donc démarrage, amorçage, développement, mais vraiment on veut à ce moment accélérer, c'est clair que la subvention, elle correspond pas à ce niveau-là de maturité de l'entreprise. Les banques, moyennement, mais on va chercher plutôt aujourd'hui de l'investissement, on va chercher plutôt du capital risque et autres là, qui apporte pas simplement du financement, mais qui apporte au-delà du financement, souvent en fait du networking, du réseau, beaucoup de choses plus techniques d'ailleurs que financières pour permettre en fait à cette entreprise-là d'amorcer son accélération. D'accord. Voilà. Et par exemple, à quel moment, quel est le stade où une entreprise peut chercher une subvention? La subvention, déjà, moi je suis un peu mal à l'aise, je ne suis pas adepte des subventions, je trouve que ça fait plus de mal que de bien. Mais dans certains cas, oui, c'est assez compréhensible. C'est le cas par exemple du secteur agro où pour l'instant, la plupart en fait des outils ou des mécanismes qu'on a pour le financement du secteur agro
ne correspondent pas forcément en fait à la réalité des PME. J'en ai, je pense, accompagné au moins sur une dizaine d'années des entreprises qui sont dans l'agro. Aujourd'hui, ce qu'on trouve comme outil de financement, que ce soit au niveau des banques ou d'autres acteurs, ne prennent pas réellement en fait en compte le terrain, comme ils aiment le dire, ne prennent pas en compte le terrain. On ne peut pas financer aujourd'hui quelqu'un qui est dans l'agro et lui dire de commencer à payer des échéances au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est juste pas possible, ça ne correspond pas. Donc pour eux, aujourd'hui, il y a un mécanisme que beaucoup de projets ont mis en place, c'est ce qu'on appelle le fonds à coût partagé. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 3 parties en fait qui se réunissent pour financer le projet, parce que c'est un projet qu'on finance avant tout. L'entreprise, donc le promoteur lui-même, qui apporte très souvent sur des proportions de 10%. Après, vous avez la banque qui apporte donc un crédit à hauteur souvent de 40 ou 50, ça dépend des formules. Et enfin, vous avez le projet qui finance en fait, ou l'organisme, l'institution qui finance donc le projet de l'entreprise qui apporte donc sa part aux proportions inverses. Donc si la banque apporte 50, ça va être du 40. Si la banque apporte 40, ça va être du 50% pour compléter les 100%. D'accord. C'est aussi un peu le cas sur le secteur des énergies renouvelables parce que c'est un nouveau secteur. Donc aujourd'hui, les acteurs qui ne connaissent pas trop le secteur ont tendance à ne pas trop s'y aventurer. Donc on est obligé aujourd'hui de passer par des fonds, donc des fonds d'appui, des subventions, pour que ces entreprises-là puissent au moins commencer à se structurer avant de faire appel en fait à des mécanismes plus traditionnels comme la banque. D'accord, d'accord. Alors, on entend souvent des entrepreneurs dire, quand on leur donne l'information qu'il y a tel financement de disponible, ils disent non, ça c'est pas pour nous, c'est pour vous. Est-ce que toutes les entreprises sont finançables ou bien il y a des catégories d'entreprises qui sont finançables? En fait, en réalité, très peu sont finançables. Ok. Très peu. Maintenant, pour respecter peut-être certains quotas, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément finançables qu'on finance. Mais très souvent, quand on finance ces types d'entreprises, je pense que c'est eux qui représentent les 80% qui n'atteignent pas 2-3 ans de survie. Toutes les entreprises ne sont pas finançables parce que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes déjà, n'évoluent pas de la même manière, ne font pas la même proposition de valeur, donc n'ont pas aussi souvent une profondeur de marché parce que au Niger, en fait, les entreprises sont confrontées à ce qu'on appelle la profondeur de marché. On pense qu'il y a le marché, mais le marché, il est très embryonnaire aujourd'hui sur le marché des épices, le marché de l'agro, le marché des jus, le marché de tel. Vous n'allez pas avoir peut-être 1 million d'utilisateurs. Donc, c'est des marchés qui sont très fébriles, ce qui fait que le financement pour certains types d'entreprises ou certains secteurs, ça reste un peu restreint. Mais les entreprises aujourd'hui qui sont finançables, c'est ces entreprises qui arrivent à évoluer dans le temps. Une entreprise aujourd'hui qui a quand même 5 ans, 6 ans en fait de vie, ça commence à être intéressant aujourd'hui pour un bailleur, pour un financeur, de bien l'étudier et de voir les perspectives en fait de financement. Une chose aussi peut-être avant d'oublier, on finance en fait 2 choses. On finance d'abord la personne et on finance l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, peu importe le type d'idée, le type d'entreprise, le promoteur ou la promotrice, c'est elle qui porte le projet. Si elle n'a pas les épaules larges, si elle n'a pas aujourd'hui, on va dire, les qualités qu'il faut pour mener à bien l'entreprise, peu importe ce que vous allez injecter, l'entreprise ne pourra pas décoller en fait. Ouais. Voilà. J'ai préparé une question comme ça. On va y revenir peut-être plus en profondeur. Alors, quelle est la première chose qui attire votre attention quand vous recevez un dossier pour une recherche de financement? Alors, très belle question. C'est déjà, comme je l'ai dit, la valeur ajoutée. On voit des tonnes et des tonnes de dossiers. Et donc, rapidement, après, ça vient avec l'expérience. Rapidement, il faut capter la valeur ou il faut fleurir en fait l'innovation ou la particularité de l'entreprise ou même du promoteur. Donc rapidement, on est accroché ou pas en fait. Souvent, c'est de manière instinctive.
Tu peux avoir 20 dossiers, rapidement, il y a 2 qui retiennent ton attention. Ça te permet d'aller un peu plus en profondeur pour voir en fait si les premières en fait, impressions que tu as eues sont confirmées ou infirmées. Voilà un peu. Mais il y a déjà en fait, si c'est des dossiers, il y a déjà en fait le contenu du dossier, la manière de le présenter. L'entreprise raconte une histoire à travers ses produits et tout, raconte un vécu, raconte une historique. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'éléments en fait à prendre en compte. Justement, c'est pourquoi la prochaine question, c'est les 3 ou 5 critères Ok. que les plus importants, Ok. justement dans ce genre de dossier que vous mettez en avant. D'accord, je vois. Donc on peut déjà prendre la forme du dossier. Oui, quand je dis la forme, en fait, faut pas s'arrêter juste au niveau de la forme Visuel. physique. Non, non, non. Ok. Quand je dis la forme, c'est cette manière-là, en fait, que l'entreprise a de vendre son projet. C'est ça. Après, vous avez l'historique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'historique est intéressant? Et après, quand je parle d'historique, je mets les chiffres, je mets le personnel, je mets beaucoup de choses. Et enfin, le produit, en fait. Le produit, c'est... ou le marché, si tu veux, parce que le marché englobe le produit, ça englobe euh, les clients qu'il y a, ça englobe beaucoup de choses, le prix et tout. Donc, je préfère le marché. Parce que tout simplement, si les premiers aspects suivent et qu'il n'y a pas de marché où, par exemple, le type de client ne nous intéresse pas et tout, ça peut être problématique. Aujourd'hui, financer une entreprise qui n'est que sur du B2U ou B2J, que sur des ONG ou du gouvernement, par exemple, ça peut être assez problématique dans ce contexte-là. Donc, il y a tout ce melting pot, en fait, il y a tous ces critères-là qu'il faille forcément analyser en fait avant de se décider. Super, voilà. Super. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de on finance la personne, on finance et le projet aussi. Exactement. Alors peut-on financer une bonne idée avec une mauvaise équipe? C'est l'équipe qui porte. L'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis ça dans l'historique, mais il y a ce qu'on appelle le management intermédiaire. On ne regarde pas simplement le promoteur. Aujourd'hui, si on veut financer sur la durée ou avoir de l'impact, on regarde en fait en dehors du promoteur ou de la promotrice, désolé, quelle est l'équipe qui a derrière? Parce que à lui seul, il ne pourra pas porter. En tout cas, même s'il porte ça, c'est pas de la durée en fait. Donc on regarde en fait quelle est l'équipe qui suit après. Est-ce que l'équipe est pluridisciplinaire? Est-ce que l'équipe correspond réellement aujourd'hui à un modèle type d'entreprise dans lequel on peut investir pour avoir un développement? Il y a tous ces aspects-là en fait qu'on regarde. Est-ce qu'aujourd'hui l'équipe est mieux, on va dire, je dirais pas centralisée, mais est-ce qu'aujourd'hui les décisions sont bien prises? Est-ce que chacun connaît son rôle? Est-ce qu'aujourd'hui c'est toute l'équipe qui porte l'entreprise ou c'est des personnes bien distinctes? En fait, il y a tout ça en fait qu'il faudrait forcément analyser. D'accord, donc ça va être difficile de financer un projet qui a une très bonne idée, mais dont l'équipe est bancale, quoi. C'est même pas difficile, je dirais. C'est tout simplement pas conseillé. D'accord. Si l'équipe ne tient pas, l'idée et l'entreprise ne tiendra pas. Super. Donc, dans ce cas, est-ce que la réputation de l'entrepreneur peut faire balancer la balance, même si quelque part l'équipe n'est pas trop ça? Vous savez, la réputation aujourd'hui, on est déjà dans un écosystème qui est très embryonnaire, comme je l'ai dit. Souvent, la réputation, en fait, précède. Et donc, aujourd'hui, on finance aussi souvent en tenant compte, effectivement, de cette réputation, surtout de cette e-réputation-là. On finance aussi, on va dire, le nom. Le nom. Aujourd'hui, il y a des entreprises de la même manière. Dans d'autres cieux, il y a des noms qui sont vendeurs. Ici aussi, il y a des entreprises. Dès que tu dis leur nom ou dès qu'ils t'approchent, tu sais que c'est des entreprises qui ont su quand même en fait créer leur nom dans le sérieux, qui ont su faire un certain cheminement et où je pense que tu as plus cette facilité à les accompagner que d'autres qui n'ont peut-être pas forcément en fait montré leur preuve ou qui n'ont pas une très bonne réputation.
Euh, J'étais resté en 2013 dans une institution financière dont je tairai le nom, où j'ai occupé le poste d'analyste crédit. Et le premier aspect qu'on regarde, avant même de rentrer dans le fond du dossier, c'est la réputation du promoteur. À Ah, partir de là, le dossier s'arrête. On continue même pas. On ne veut pas savoir ce qu'il fait. On ne veut pas savoir le business, il est rentable. On ne veut pas savoir l'entreprise a besoin de combien. Non, non, c'est la réputation. Et ça wow. s'arrête à partir de oui ou non, si la réputation elle est bonne ou pas. Et on va jusqu'à demander des fournisseurs et des clients, bien sûr, je parle de 2013, donc avec l'aval bien sûr du contrat qu'il aura précédemment signé, nous donnant donc l'autorisation, parce que sinon c'est des données à caractère individuel. Donc voilà un peu, c'est pour vous dire que la réputation elle est très importante aujourd'hui. Wow. Wow. Et elle se construit. Elle se construit Voilà. justement. C'est très important. Surtout, vous avez parlé de e-réputation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes négligent cet aspect-là de e-réputation. Les gens, ils se mettent sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire qu'ils font n'importe quoi, mais il y a des choses qu'ils font qu'ils auraient pu éviter, qui peuvent leur porter préjudice, mais bon, ce n'est pas leur problème, quoi. Et surtout, ils ne savent pas que maintenant, même pour les recrutements, les recruteurs partent sur les réseaux sociaux, on tape le nom d'un tel, on voit ce qu'il fait. Euh, En fait, aujourd'hui, 80% ou 90% des places sur lesquelles les entreprises ou même les personnes s'expriment, c'est sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc ça veut dire que c'est une place, comme j'ai l'habitude de le dire, assez publique où il faut choisir en fait ce qu'on veut y mettre ou pas. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Euh, ça. Ça a son aspect positif tout comme ça a son aspect négatif. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la majorité l'utilise plus à d'autres escients que vraiment en Mal- fait pour faire du business. Malheureusement, Voilà. malheureusement. Alors, quels sont par exemple les signaux qui vous font avoir confiance à une entreprise qui postule peut-être pour avoir un financement? Ensuite, on fait bien sûr les signaux d'alerte. Alors, c'est un mélange qui est assez bizarre. Pourquoi je dis c'est assez bizarre? Parce que moi, je cumule un peu l'expérience des institutions financières, l'expérience de l'entrepreneuriat à travers mon parcours au niveau du CIPMEN et l'expérience au niveau de l'investissement ou dernièrement, euh, voilà, à mon dernier poste occupé il y a quelques années de cela. Et quand je fais le tour, c'est qu'on voit que la plupart des entreprises qui ont une bonne réputation ont quand même globalement certains signaux apparents, on va dire, qui se ressemblent. L'un des premiers aspects, c'est l'hésitation. L'hésitation. Celui qui hésite, je ne dis pas que c'est vrai à 100%, mais celui qui hésite, c'est tout simplement, en fait, si tu veux, le poids du financement qu'il est en train de prendre. On ne parle pas de subvention, on parle de financement. Il sait que c'est un engagement, il sait que c'est lourd, il réfléchit à plusieurs moments. Ça, c'est un. Les beaux parleurs, j'évite. Mais bon, ça, tu as dit, on va y revenir. Donc, Ok. celui qui hésite beaucoup, ça fait prendre en fait un peu plus de confiance parce que tu te dis que la personne, c'est l'engagement, en fait, le poids du financement. Après, tu as aussi en fait cette personne-là qui n'a rien à cacher. C'est pas, je dis aujourd'hui quelque chose, demain ça change. J'ai vendu l'année passée 57 millions de chiffre d'affaires. Cette année, dans les discussions, non, c'est 46 millions ou 60 et quelques millions. Non. En fait, il y a plusieurs données qui ne concordent Concorde pas. pas. Ça, il y a beaucoup d'aspects qui ne concordent pas. Ça commence à tirer un peu la sonnette d'alarme. Après, vous avez aussi, on va dire, des entreprises. Tu sens en fait que c'est dans la durée. C'est pas occasionnel. Tu sens que ça a été vraiment préparé. C'est le moment, ils ont besoin de ce financement-là maintenant. Ce n'est pas une opportunité qu'ils cherchent. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils sont en train de construire. Ils te disent, j'ai besoin de ça parce que
Il y a 2 ans, j'ai mis l'unité en place. L'unité est finie. Maintenant, j'ai besoin, par exemple, de matériel roulant. J'ai besoin de diversifier mon réseau. Tu sens que c'est un projet c'est un projet qui se construit. C'est pas, OK, je suis par exemple dans l'huile d'arachide, mais j'ai vu que maintenant le moringa porte, je voudrais faire du moringa à côté de l'huile. Tu sens que c'est plus une opportunité que autre chose. Je ne dis pas forcément que dans tous les cas, c'est quelque chose de mauvais. On ne va pas généraliser, mais voilà, c'est des petits tips, c'est des petits réflexes qu'on a au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience et ça permet de tomber rapidement en fait sur des bons dossiers. Pour anecdote, on a l'habitude de financer sans intérêt, sans garantie. Moi, j'avais l'habitude de faire des dossiers sans intérêt, sans garantie. Pourtant, c'est des dossiers qui sont, pour la plupart des cas, remboursés à 100%. Ça voudrait dire que le sourcing a été bien fait. Ça voudrait dire que l'entreprise et la personne qui porte l'entreprise ont été bien étudiés et que le financement a été bien calibré, adapté et l'accompagnement qui a suivi le financement. Voilà. D'accord. Ouais. C'est très intéressant ça. Pas peut-être les amis qu'on finance, après on les retrouve, ils se sont mariés avec le financement ou ils ont acheté une voiture. Ouais. Et il faut autre chose que le financement, quoi. Alors maintenant, on va faire un petit cas pratique qui va nous permettre d'aller vers le prochain volet de notre épisode d'aujourd'hui. Alors, si tu as aimé les réponses, dis-nous laquelle tu préfères et surtout, qu'est-ce que cela t'a permis de comprendre dans ton entreprise. Donc, le cas pratique, c'est ça. Mon grand-père, bon, j'ai dit mon grand-père parce que j'ai pris Moussa. Mon grand-père, c'est Moussa. Il a une entreprise de transformation agroalimentaire. Son produit se vend très bien. Voilà. Mais il n'a pas de comptabilité. D'accord. Il veut un financement de 25 millions. Que lui diriez-vous? Alors, j'ai beaucoup de zones d'ombre. D'accord. Il est dans la transformation agro. Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement dans la transformation agro? Ça, je n'y ai pas pensé dans le cas pratique, mais disons qu'il il fait du bassi. Il fait du bassi. Bassi de 1000. Très bien. On commence à peaufiner un peu. Ouais. Et quand tu dis le produit se vend très bien, 2 questions. Il se vend où et jusqu'à combien, par exemple, en termes de vente mensuelle? Tonton là va me fatiguer. Hein? Alors, disons qu'il se vend auprès des ménages. Et il arrive à faire à peu près 2 fois son prix d'achat. D'accord. Ok, mais environ combien de chiffre d'affaires mensuel? En termes d'argent. Ok, pour déjà revenir à ce qu'on a eu à faire, je vais dire en fonction 10 millions, à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Dans l'année? Dans l'année. Dans l'année, d'accord. Donc, son pic, c'est 15 millions de chiffre d'affaires. Son pic, c'est 15 millions. Il veut 25 millions. Ces 25 millions-là, c'est pourquoi exactement? Mon exercice pratique, là, est-ce qu'on ne va pas reprendre ça? Ou bien je vais enlever? Pourtant, ça allait être bien. Oui, ça allait être bien. Mais en fait, ce que je voulais indexer, c'est le problème de comptabilité, justement. C'est pourquoi je n'ai pas mis tous ces détails-là. Oui, le problème de comptabilité n'est pas un critère d'exclusion du financement. Ok. Non. Donc, c'était pour que les gens comprennent ça, justement. Donc, mais sinon, si tu peux reposer, si tu veux, je peux donner les 2 cas. Ok, allons-y pour les 2 cas. Alors, avec quelques données, donc je récapitule. Le grand-père, il fait du bassi de mie, il a à peu près 10 à 15 millions de chiffre d'affaires annuel en dehors des informations que tu m'as déjà fournies. Et pour les 25 millions, donc il souhaite un peu améliorer son process et puis se diversifier un peu au niveau de ses produits. Alors, mais il n'a pas de comptabilité. 2 choses. Soit il n'a aucun historique, aucune traçabilité, ce qui peut être compliqué, mais on peut voir si le marché est existant. Parce que l'accompagnement aussi, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le financement, le premier rôle d'un financeur, ce n'est pas de financer, c'est de conseiller. De conseiller. Le premier rôle. C'est un conseiller financier d'habitude, même la banque. Nous, ce qu'on sait, ou bien mes amis, c'est on part, on prend l'argent. Conseil là,
Mais c'est Ça gratuit. n'intéresse pas Il trop faut les- prendre avec l'argent si c'est gratuit. Ok. Donc là, le grand-père, ce qu'on peut faire, c'est deux cas. Si on souhaite l'accompagner, c'est qu'on va devoir en fait revoir un peu l'historique. On ne va pas avoir tous les éléments, mais on va pouvoir retracer certains éléments pour mettre en tout cas une comptabilité en place. L'accompagner dans donc, la qualité à travers le produit existant, mais le produit sur lequel il veut se diversifier, à travers notamment par exemple un accompagnement au niveau de la NMC pour la certification des produits et aussi tout simplement l'aider dans le choix en fait, des investissements à faire. Donc, il faut aussi analyser en fonction. Donc, il fait du 10 à 15 millions l'année. Ça voudrait dire que c'est un financement, si on le finance, même si on est sur du 10-20%, on va dire d'augmentation de chiffre d'affaires, on va tourner donc dans les 16 millions 500 ou 19 millions. Quoi qu'il en soit, on peut le faire en 2 ans. Donc, ce n'est pas un financement à faire en un an, on peut le faire en 2 ans avec, par exemple, aujourd'hui un différé de 3 mois pour lui permettre déjà de faire le choix des machines, de faire l'achat des machines, installer et faire la communication pour que les ventes puissent suivre. C'est ça. Donc là, on lui donne assez de temps en fait pour se préparer, bien sûr avec l'appui de notre entité pour que le financement se passe bien. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand le financement ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien pour première personne d'abord, l'entreprise qui a financé ou l'institution financière qui a financé. C'est elle qui se retrouve déjà dans une situation pas agréable avant même la situation de l'entreprise, de l'entrepreneur. C'est pour ça aujourd'hui, les acteurs ont plus à perdre en fait même que les entreprises. Et donc, au-delà du financement, il faut aujourd'hui un accompagnement en fait sur mesure pour que ce financement-là puisse bien se passer. Parce que souvent, on peut vouloir bien faire, financer une entreprise, mais le financement n'est pas bien calibré ou tout simplement l'accompagnement qu'il faut adosser au financement n'est pas existant, le financement peut mal se passer. Et même un entrepreneur aujourd'hui qui est de bonne volonté ou qui en tout cas, n'avait pas de mauvaises pensées vis-à-vis de ce financement-là, va se retrouver dans une situation d'incapacité tout simplement en fait, à rembourser, donc d'insolvabilité, la capacité à faire face en fait, à ses engagements. D'accord. Là, vous avez bien aidé mon grand-père. Merci beaucoup. Maintenant, dans ce que vous avez dit pour aider mon grand-père, j'ai capté une chose. Vous avez dit si on prend 10 à 20% de son chiffre d'affaires qui est de 15 millions, on se retrouverait au maximum vers 19 millions. Est-ce que ça veut dire que généralement, vous ne financez pas au-delà de 20% du chiffre d'affaires habituel? Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour voir. Aujourd'hui, si je fais des 10%, donc c'est comme s'il va augmenter 1,5 million sur les 15 millions sur les 1 an. Donc ça fait, comme je disais, 16,5 millions, encore un autre 10%. C'est pour ne pas le surendetter. Parce qu'aujourd'hui, s'il fait 15 millions et que je décide de lui donner 50 millions, à coup sûr, il ne pourra pas. L'entreprise ne pourra pas absorber en fait toute cette manne financière, même si elle le voudrait. Et même si elle absorbe en fait cette manne financière-là, elle fait par exemple des machines super puissantes, ce qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs, des machines super puissantes, un réseau de distribution et tout, et qu'on retrouve qu'en fait, en réalité, sur le marché des bâtis, on n'a pas aujourd'hui un marché de plus de... qui peut bien absorber la production. Peu importe ce qu'il va faire, le marché ne pourra pas absorber. Donc du coup, en fait, on a fait un mauvais dimensionnement. Il va être dans une incapacité, donc comme je l'ai dit, de paiement. Mais pire encore, c'est qu'on aura surdimensionné des machines. C'est-à-dire que les machines qu'il va payer vont être des machines qui produisent au-delà du marché. Il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité. La machine va être juste utilisée peut-être à 10, 15, 20% de sa capacité. Les autres 80% de la capacité de la machine ne sont pas utilisés et pourtant il est en train de rembourser pour une capacité qu'il n'est pas en train d'utiliser. Voilà. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Alors, pour revenir au pourquoi j'ai fait le cas pratique, la comptabilité. Alors, la comptabilité, elle est importante à combien de pourcents comme ça? Est-ce à moins de 50%, à plus de 50%? Non, je dirais à plus de 50%. Ça permet quand même d'avoir
Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la comptabilité, elle reflète l'image, que ce soit le compte de résultat, le bilan et tout. Ça donne des informations financières sur lesquelles l'entreprise ou l'institution se base pour se projeter, mais pour aussi décider. Vous lui facilitez plus la tâche si ces informations-là sont bien réunies et si ces informations, bien sûr, sont en tout cas Fiable. fiables. Bien sûr, la fiabilité est assez concordante, mais aussi qui constate Traçabilité. traçabilité, qui constate aussi une évolution. Mais même si la comptabilité, je ne dirais pas à 100%, mais quand même qui est existante, mais peut-être pas forcément dans l'ordre et tout, vous pouvez avec l'institution ou avec l'entreprise, les deux, faire la reconstitution, en tout cas jusqu'à un certain niveau pour avoir ne serait-ce que le minimum de données pour pouvoir se décider. Très souvent, c'est un peu ce qu'on fait parce que la réalité est telle que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, toutes les PME n'ont pas aujourd'hui cette capacité de prendre soit des cabinets ou carrément un comptable agréé ou un comptable certifié pour faire leur comptabilité. Et je peux comprendre que entre courir sur le marché, les contrats et tout, c'est pas chose aisée de tenir une comptabilité en bonne et due forme. Mais il faut avoir des petits tips, des petits réflexes. Aujourd'hui, avec la digitalisation, au moins vous avez des reçus de NITA, vous avez des bons de commande, vous avez certaines traçabilités qui permettent, quand besoin se fait, en fait, d'avoir toutes ces évidences-là pour reconstituer un peu quand même un semblant de comptabilité. Super. C'est déjà une bonne avancée pour les gens qui nous écoutent, je suis sûr. Alors, quels sont les documents que toute entreprise devrait avoir? J'aime bien quand c'est plus approfondi. Quel type de document? Alors, administratif, financier, institutionnel, RH, quel document exactement? Akandegagwe. Ok. Euh, la question, elle est globale parce que ça peut, je ne sais pas, c'est vous l'expert, ça peut être que des documents administratifs, ça peut être que des documents financiers. Donc, en tout cas, les documents indispensables. Ok. Si c'est un mélange, tant mieux. Ah d'accord, je comprends mieux la question. D'accord. En fait, ça va vous choquer, mais on a besoin de tous les documents. Ah, Tout. Aujourd'hui, euh, des bons de commande, des contrats avec les clients, des bons déjà passés, des promesses d'achat, tout est bon. même des Tout est bon promesses à, d'achat. ben oui, tout est bon à prendre. Je donne juste un exemple. Vous êtes à la location de voiture et vous avez une institution qui fait une promesse d'acheter ou de louer vos voitures pendant 2 ans. Et ce coût de location-là, pour l'institution, quand même qui est crédible et tout, ça fait aujourd'hui 50 millions. Et vous avez besoin de 20 millions pour augmenter, payer ces voitures. Je suis plus à l'aise à vous le donner. Parce que je sais que quand je vais vous financer, il y a déjà un marché qui vous attend. Et ce marché-là, c'est avec une institution qui est très crédible, qui peut même donner. Donc, en fait, il y a déjà la promesse d'achat, mais qui peut domicilier donc ces recettes. Ça couvre tout simplement, en fait. Il y a déjà un marché existant avant même que le produit n'arrive. Donc, ça, c'est l'idéal. D'accord. Donc, tous les documents, les amis, il faut bien noter ça. Maintenant, comment est-ce qu'une jeune entreprise peut inspirer confiance malgré son manque d'historique? Vous Malgré avez son sur... manque d'historique. Alors, déjà, en fait, comme tu l'as dit, c'est la confiance. Donc, le premier aspect, c'est vraiment de penser le projet déjà avec l'institution. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est déjà de partir avec un minimum de ce que tu veux faire. C'est un jeune projet. Je prends une jeune entreprise, par exemple, qui est dans le Moringa, qui a fait juste 1 an, qui vient pour... il a des champs. Il vient, par exemple, pour être financé pour maintenant sortir en fait de la production pour aller sur la transformation. Donc, un autre maillon de la chaîne de valeur. Ce que déjà, on peut partir de l'existant, même si c'est un tout petit peu pour savoir les quantités qu'il fait, le chiffre d'affaires qu'il fait, le terrain c'est pour lui. Est-ce que aujourd'hui, ils sont combien au niveau de l'entreprise? C'est quel type de machine il veut? C'est quel type de transformation? C'est les graines, c'est l'huile, c'est la poudre, c'est le pré-cuit. Pourquoi aussi il a choisi ces aspects-là? Est-ce qu'il y a une étude de marché qui est faite à base de ça? Sachant très bien que tout financeur est aussi
on va dire plus ou moins entrepreneurs. Pourquoi? Parce que souvent, pour financer une entreprise, tu es obligé de la comprendre, tu es obligé de comprendre le secteur, tu es obligé de faire tu es obligé de faire des recherches, tu es obligé de te renseigner pour mieux comprendre ce secteur-là. Donc aujourd'hui, on peut se guider aussi pour dire, par exemple, aujourd'hui, ce serait très intéressant sur la poudre et par exemple les graines, parce que je peux dire, ah, le précu, il y en a beaucoup qui le font, etc. Et est-ce qu'il y a un marché? En fait, la jeune entreprise peut co-construire le projet de financement à travers l'institution. Est-ce qu'on se comprend? Je récapitule. La jeune entreprise peut co-construire son projet de financement avec l'institution. Co-construire, c'est-à-dire que dans tous les cas, le dossier que la jeune entreprise va amener, à coup sûr, elle ne sera pas financée direct d'un coup. Il faudrait revoir beaucoup de choses. Il faudrait revoir peut-être les calculs, il faudrait revoir le modèle économique même souvent. Il faudrait revoir peut-être le coût d'investissement, il faudrait revoir le besoin. Il y a beaucoup de choses à revoir, mais déjà, il y a l'existant. Il faut partir de l'existant. Même insignifiant soit-il, il faut partir de l'existant. Et aussi, il faut être en position de recevoir. Parce que souvent, nos jeunes entreprises sont assez strictes. C'est-à-dire que je suis expert du domaine, je sais ce que je veux. Non. Très souvent, ça peut nous conduire au premier profil, en fait. C'est-à-dire que l'idée est bonne, mais le promoteur ou l'équipe peut ne pas suivre forcément. Ce n'est pas qu'il ait de mauvaise foi ou quoi que ce soit. Il y a des profils type, par exemple, celui qui n'a pas l'esprit ouvert, l'esprit critique, et qui ne peut pas prendre en fait ce recul-là pour accepter donc l'amélioration continue, parce que l'entreprise, c'est un processus d'amélioration continue. Peut-être qu'on ne pourra pas l'accompagner, parce que le jour où on sera face à des difficultés et qu'on peut lui donner des pistes, il ne va pas suivre. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, quels sont les outils que vous recommanderez? Les outils de gestion, par exemple? Il y a tellement d'outils de gestion aujourd'hui. Okay. Il y a Odoo qui est en, comment on appelle, en free. Okay. Il y a quoi? Il y a Sagisari, même la version trial. Vous avez un voice creator. Il y a tellement d'outils aujourd'hui que tout simplement une jeune PME ne peut pas dire qu'elle n'a pas d'outils en fait pour faire du monitoring. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les erreurs administratives que vous voyez le plus souvent? Les erreurs administratives, en fait, très souvent, c'est déjà la non-documentation. C'est souvent aussi les risques juridiques. Les risques juridiques, quand je dis juridique, je mets légal et tout. Je mets aussi la fiscalité dedans. Je mets les risques RH aussi. Et je mets, souvent, il y a des risques que les gens ne voient pas. C'est de gouvernance, en fait. Okay. Avant de venir ce matin, je vais taire le nom, j'ai vu sur le Meta certaines situations où j'ai carrément en fait pensé à ce type de risque qui est en fait des risques de gouvernance où souvent en fait les employés, soit vous ne maîtrisez pas le cœur de métier. Voilà, vous voyez, vous avez une très belle chemise. Merci. C'est du tatou. Merci. Voilà, mon partenaire de tous les temps. Big up à Salam à toi alors. Ouais. Alors, vous voyez, vous avez par exemple un atelier qui le fait, si ce n'était pas tatou, et que ce n'est pas vous le tailleur. Vous partez pour du financement, pour agrandir l'atelier et tout. Et là, les tailleurs décident de quitter. Ça devient problématique. Parce que vous ne maîtrisez pas le cœur de métier. Donc, il y a tellement de petits points, il y a tellement de risques sur lesquels on doit... En fait, les risques sont aussi, on va dire, listés par gravité. Ouais. Donc, il y a des risques vraiment assez critiques, il y a des risques qu'on peut tout simplement, des risques moyens, et puis il y a des risques légers, minimes. Mais tous les risques, en fait, qui mettent directement le bon fonctionnement
ou même qui font que l'entreprise s'arrête. Par exemple, aujourd'hui, un risque juridique, l'entreprise s'arrête, c'est fermé, soit pour non-paiement d'impôts, soit pour autre chose. Donc ça, c'est des risques sur lesquels il faut d'abord les corriger avant de financer. Ouais. Il y a des risques moyens, il y a ce qu'on appelle aussi le plan prévisionnel. Une entreprise, c'est comme un individu. Il y a forcément en fait des aléas qu'on ne maîtrise pas qui vont venir. Ça peut être des aléas naturels, ça peut être des aléas politiques et tout. Mais il faut déjà prévoir en fait des plans de mitigation de risques qui permettent, même si il y a survenance de risques, qu'on a déjà en fait un plan qui permet de réduire le risque. Ouais. Et d'assurer toujours le fonctionnement, parce que quand vous créez une entreprise, ce n'est pas pour qu'elle s'arrête. Donc il faut forcément avoir en fait un plan de continuité. Voilà un peu. Mais les deux risques, c'est vraiment juridique, donc je mets légal et tout dedans. Et aussi un des risques qui fait que beaucoup d'entreprises ferment, c'est le risque de liquidité. Donc je mets ça dans les risques financiers. C'est quoi? C'est que en bon DG que tu es, tous les amis passent faire les coutures chez toi et ils donnent moitié, et donc il y a moitié quand ils finissent. Mais bon, pour des urgences ou autre chose, chaque fois ils t'appellent, ils sont à l'atelier, tu dis au tailleur de donner et tout. Et on arrive à une situation où tu as plus de 5 millions dehors. Le loyer n'est pas payé, l'électricité n'est pas payée, les tailleurs ne sont pas payés. Tu as de l'argent qui est dehors, mais tu ne peux plus fonctionner si tu ne fais pas attention. Tu vas même, ou même l'impôt est là, tu vas fermer, alors qu'en réalité, tu as de l'argent dehors. Est-ce qu'on a de l'argent? Si. Oui, c'est dehors quand même. Oui. Donc du coup, ce risque-là, c'est la plupart des entreprises, en tout cas au niveau du Niger, et pas que au Niger, c'est surtout ce risque-là en fait qui font qu'elles ferment. Je suis d'accord. C'est pas même en fait le fait que ça ne vend pas ou qu'on n'a pas de sous. Non, les sous sont dehors. Donc là, forcément, en fait, avant de tomber dans ces cas de figure-là, il faut mettre une certaine politique. Voilà. Par exemple, quand ça atteint 2 millions de crédits dehors, il faut arrêter de faire le recouvrement avant de donner d'autres crédits et tout. Donc, il y a des petits tips à mettre en place. En fait. D'accord. En tout cas, vous avez vu que si vous voulez des petits tips à mettre en place ou un accompagnement, vous savez où chercher. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Alors, est-ce qu'il y a certains entrepreneurs qui demandent des montants irréalistes? 90% des entreprises ne demandent pas le besoin réel. Wow. Pour deux choses. Parce que tout simplement, dans leur tête, l'investisseur ou le financeur ou l'institution de financement va toujours réduire. Ça, c'est-à-dire que si j'ai besoin de 15 millions, je demande 25 millions pour que même s'ils réduisent, on revient à 15. Ouais. Ça, c'est le premier aspect pour lequel ils le font. Le deuxième, c'est que eux-mêmes, ils font l'amalgame entre la projection de là où ils veulent être maintenant et de ce dont ils ont réellement besoin maintenant. Aujourd'hui, j'ai besoin peut-être d'un building R+7 pour le siège de FME, mais ça c'est pour 10 ans. Mais maintenant, de quoi est-ce que j'ai besoin? Donc si je ramène ce dont j'ai besoin dans 10 ans maintenant, forcément en fait ça va être vu comme en fait de la surenchère par rapport à l'existant de l'entreprise, par rapport à l'état actuel. On ne dit pas que en fait vous ne pouvez pas ou que non, votre entreprise n'a pas droit ou ne peut pas avoir ce montant-là. Non. Actuellement, ce n'est pas le bon montant pour vous, tout simplement. Et aussi, dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle la loi de tout ou rien. Tu veux mettre un studio, et ce studio-là, il sera payant. Peut-être qu'il y a des jeunes ou peut-être qu'il y a des promotrices qui sont dans le parfum, dans l'encens, etc., qui vont louer le studio pour des shootings et autres là pour leurs produits. Et que ce studio-là, tu me dis, pour que le studio soit fonctionnel, il te faut 7 millions. Tu viens me voir. Et je sais que quand tu as mis les 7 millions, tu m'as montré par A plus B que sur un an,
tu peux rembourser les 7 millions. C'est-à-dire que tu as au moins 10-15 millions de chiffre d'affaires, donc les 7 millions, facile. Tu n'as même pas mis, par exemple, le groupe. Je veux dire, non, d'André, au lieu de 7, on va mettre peut-être 8. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis de groupe, il y a pas mal de coupures actuellement. Ça peut réduire le chiffre d'affaires. Et aussi, je vais dire, OK, peut-être que premier, deuxième mois, tu peux le faire sans avoir de clients, le temps que les gens connaissent. Donc, je vais rajouter aussi peut-être un petit fonds de roulement à côté. Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de financement que sur le CAPEX. C'est du CAPEX et de l'OPEX, donc de l'investissement et du besoin en fonds de roulement. Donc, tu vois, en fait, souvent, en fonction de la manière dont le dossier est présenté, le financeur même peut réajuster à la hausse ou à la baisse. Wow. On finance en fonction du besoin réel, vraiment. C'est pas en fonction, c'est pas, c'est des avis motivés. C'est pas juste comme ça. C'est pas par hasard, c'est pas par visage, c'est pas par dossier. Non, non, non. C'est beaucoup de choses qu'on prenne en compte. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche du financement adapté à l'instant T. Peut-être qu'on peut te financer 7 millions et on voit que non, mais en fait, attends, on n'a même pas fait un an, tu n'as même pas fini de rembourser, les rendez-vous sont surbookés. Il y a une autre demande d'un autre studio, un second studio, peut-être cette fois-ci pas ici, mais à l'autre bout de la ville. On revient, on s'assoit. Parce que comme je l'ai dit, en fait, ton banquier ou ton institution financière, c'est ton conseiller. On revient, on s'assoit pour dire, OK, est-ce qu'il y a encore un autre besoin? Donc, peut-être qu'il va même te refinancer, alors qu'à la base, tu es venu juste pour un seul financement. Ouais. Donc, c'est aussi en fait cette mentalité que les investisseurs et aussi les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs, doivent avoir, je pense, pour la durée. Il faut voir, je n'aime pas que le mot investisseur parce que ça renvoie que dans l'investissement, mais que ce soit les banques, les institutions de financement et tout, il faut que l'entrepreneur puisse se mettre à l'esprit que c'est des partenaires. Et le partenariat, ça se tisse sur la durée. Il faut que je commence aujourd'hui en 2026 pour que d'ici 4 ans, je fasse en sorte que tous mes partenaires, quand j'aurai besoin de sous, je les approche en 72 heures. Ils vont financer parce que pendant ces 4 ans, ils auront suivi l'entreprise. On aurait eu donc des échanges et tout. Ils connaissent l'entreprise et donc ils ont plus cette facilité en fait à financer. D'accord, merci beaucoup. Alors, quand quelqu'un postule pour un financement, il a un entretien. Okay. Pendant l'entretien, quel comportement, on va dire, peut être peu fiable? De manière générale, il y a des comportements qui envoient des red flags, mais il y a des comportements aussi, on va dire, chaque personne peut analyser selon ses analyses. Voilà. Par exemple, moi perso, il y a quelque chose qui m'interpelle très souvent, et ça depuis que j'étais en microfinance. C'est le promoteur qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup, mais dans le superflu. Qui tourne autour du pot, qui ne donne pas les bonnes informations et tout. Tu lui demandes par exemple l'historique, ça fait combien d'années l'entreprise existe et de la création à maintenant, quelles sont en fait les activités faites et tout. Il tourne par là et tout. Ça, c'est des points d'attention. Après aussi, comme je pense que tout à l'heure, j'ai eu un peu à survoler ça, il y a le fait de cacher certaines informations. Aujourd'hui, je ne peux pas te financer s'il y a des informations que, par exemple, toi, tu juges sensibles ou que tu juges pas important à me dire. Maintenant, je peux comprendre si c'est une première rencontre où, par exemple, les discussions ne sont pas très avancées, il y a des informations, oui, effectivement, à ce stade-là, tu peux les garder pour toi. Mais quand on est sur vraiment la ligne droite où on est en plein due deal, donc due diligence, là, forcément, il me faut l'essentiel des informations pour mieux, en fait, me positionner dans un oui ou dans un non, ou dans un instance. En tout cas, il y a déjà ces deux points-là. Il y a aussi le comportement que l'entrepreneur a vis-à-vis de l'équipe quand on fait la visite. On sent en fait.
Ok. On sent si l'équipe porte l'entreprise ou pas. On sent beaucoup de choses. On sent aussi le mal-être en fait de l'entrepreneur qui est faux. Tu m'excuses du terme. On sent souvent aussi de la... En fait, vous savez, à un certain moment, les entrepreneurs qui sont très bien outillés, et je vais utiliser le mot aguerris, ils savent en fait comment faire pour attirer le financement et tout. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont plus de 100 millions en fait, de subventions, je peux te le dire en toute sincérité, qui ont eu plus de 100 millions de subventions, mais qui sont toujours à la recherche. Donc aujourd'hui, ces types d'entreprises, même sans les connaître ou sans avoir leur nom, le comportement ou l'historique ou même en fait la manière de s'y prendre, je peux te le dire. En fait, souvent on a zéro faute aussi. L'entreprise aujourd'hui a zéro faute. Tout ce que tu lui demandes, c'est en bonne et due forme, où il n'y a rien qui dépasse, où il y a... Non, ça, il y a un souci forcément. Ça veut dire qu'il a l'habitude en fait de ces milieux-là. Ça veut dire qu'il sait s'y prendre. Il peut ne pas être forcément un mauvais entrepreneur, mais très souvent, tu auras des difficultés de recouvrement avec lui parce qu'il connaît comment ça marche. Donc, d'une entreprise aussi à une autre, il y a des signaux. Il y a pas mal de choses à mettre en avant. Petite anecdote, il y a des entreprises qui ont au moins 4-5 comptes bancaires. Compte bancaire, ok. Et donc, les comptes que, par exemple, là, aujourd'hui, si l'entreprise travaille avec 2 comptes bancaires, je voudrais quand même bien voir s'il n'y a pas un crédit en cours ou voir l'historique des mouvements. Bon, voilà, il ne va pas me donner, en fait, il va pas me donner forcément les comptes avec lesquels il travaille ou les comptes sur lesquels il a du crédit. Donc, tu vois, il y a de l'information qui est cachée de manière vraiment volontaire. Maintenant, souvent, avec l'ATD, la vie à tiers détenteur, ou tout simplement, souvent, c'est quand ça se passe pas bien qu'on se rend compte avec l'huissier ou bien le juge et tout, qu'en fait, en réalité, il y a plus d'engagement dans certaines banques et tout. Donc, avec ça aussi, on apprend. Aux côtés des huissiers, aux côtés des hommes de loi, aux côtés aussi, en fait, de certains professionnels du recouvrement, il y a pas mal d'astuces qu'on arrive à cerner. Parce qu'un bon dossier, comme on le dit dans le jargon, un bon dossier se rembourse lui seul. Et un mauvais dossier, en fait, dès le montage, tu es déjà parti en recouvrement. Sois sûr que tu vas recouvrer. Si tu montes un mauvais dossier, tu pars déjà. Et il y a aussi, c'est vrai, j'allais oublier, et je pense que c'est l'un des aspects le plus important. Quand tu hésites, tu ne finances pas. Quand on hésite, on ne finance pas. Quand tes premières impressions, tu hésites et tout, et qu'au bout d'un certain temps, vraiment, tu ne vois pas trop clair, tu dis, bon, ok, on va y aller quand même. Non, jamais. Ça finit toujours en queue de poisson. En tout cas, moi, ma dernière expérience, j'ai tellement hésité finalement, je pense que j'ai financé et ça ne s'est pas très bien passé. Et des fois, qu'est-ce qui peut amener les hésitations? Parce que souvent, tu n'as pas assez d'informations. Et tout à l'heure, on a dit les informations, ce n'est pas que financière, il y a beaucoup d'informations. Ça peut être des informations contractuelles, des informations sur les actionnaires, sur pas mal de choses qui font que tu n'as pas toute l'information de bout en bout pour te permettre de bien te décider. Donc, tu te dis que, ok, peut-être que j'ai 80% des infos, est-ce que je dois me lancer ou pas? Tu peux te lancer, alors que peut-être les 20%, c'est les éléments les plus essentiels. Et aussi, il y a peut-être 40-50% d'infos que tu as, mais tu es tellement sûr et l'entrepreneur te donne tellement de confiance que tu y vas et ça se passe très bien. Donc c'est pour ça que j'ai dit aussi souvent, en fait, d'une entreprise à une autre, il y a des aspects qui changent, il y a des décisions qui peuvent changer. Ce n'est jamais figé, ce n'est jamais fixe. Ou souvent une visite de terrain. D'accord. Déjà, on ne finance jamais sans visite de terrain. Un dossier ne se finance pas juste sur la table, dans un bureau. Il faut aller au contact de l'entreprise. Clairement. D'accord. Il y a beaucoup d'informations non dites dans tous les cas. Quand tu fais les visites, après tu fais ton recap. Il y a beaucoup de choses, l'entrepreneur n'a pas besoin de te les dire.
tu les constates de visu et une fois au bureau, en fait, tu fais. Maintenant, si je porte, en fait, si je porte la casquette aujourd'hui d'accompagnateur de PME sur la levée de fonds, l'un des conseils que je donne, c'est d'être le plus transparent possible. On sait que l'entreprise n'est pas à 100% OK. On sait que l'entreprise n'est peut-être pas à jour de la fiscalité. On sait que l'entreprise a peut-être un petit engagement, etc. Il faut être transparent. Quand on est transparent, ça pose les bases de la confiance. Et le financement, c'est la confiance. Donc, on ne peut pas financer si on n'a pas confiance. Donc, au lieu même de vendre l'idée ou le projet, il faut installer déjà la confiance. Le reste, ça va venir après. Suivre. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, si un entrepreneur fait un auto-checking, comment est-ce qu'il peut se rendre compte qu'il n'est pas prêt pour un financement? Il y a plusieurs outils. Et je peux mettre d'ailleurs un outil à disposition gratuitement. Super, on est content. Il n'y a pas de souci. C'est un outil de scoring en fait qui prend tous les aspects aujourd'hui de la due deal pour savoir si une entreprise en fait, on va dire, est à maturité pour un financement ou pas, tout simplement. Ou en tout cas, même si cette entreprise-là est à maturité, quels sont les points à risque, les points critiques que l'entreprise elle-même doit corriger pour vraiment en fait que tout au long en fait du financement ça se passe très bien. C'est vrai que d'une structure à une autre, des choses peuvent changer. Par exemple, les banques vont être peut-être un peu plus regardants sur la capacité de financement, sur certains ratios internes parce que c'est bien régi. Or que d'autres acteurs vont regarder peut-être un peu plus l'impact au niveau de l'entreprise ou bien au niveau de l'environnement et tout. Mais cet outil prend tous ces aspects en compte pour pouvoir délivrer en fait un diagnostic à 360. D'accord. Voilà. Et quel est l'outil gratuit que vous allez mettre Il s'appelle OSE. L'outil s'appelle OSE. O-S-E. Oui. Ok. Genre, on le trouve à votre cabinet ou... On va vous le mettre en ligne. Oh, super. Voilà. On est bien content. Dites merci dans les commentaires surtout. Alors, on a beaucoup parlé de confiance, de crédibilité. Alors, une entreprise qui se donne une semaine ou un mois pour commencer à corriger sa crédibilité, que faire en priorité? Ok, une semaine. Pour commencer à améliorer sa crédibilité. Pas pour améliorer, une semaine là, est-ce que c'est suffisant? À soi, voilà. En fait, ça me rappelle juste en 2022, quand j'avais commencé, 2022-2023, quand j'avais commencé, 2022, quand j'avais commencé le métier de financement, donc d'investissement à grosso modo, moi je sortais en fait de la microfinance. Et dans la microfinance, c'est la quantité. C'est la quantité, c'est le nombre de dossiers. Parce que souvent, c'est des petits montants et puis il y a la garantie, et puis c'est des activités souvent AGR ou c'est des activités qu'on a l'habitude de voir et tout, qui ne sont peut-être pas forcément portées sur l'innovation, la proposition de valeur et tout. Et donc, on peut faire banalement 4, 5, 6 dossiers par mois, en fait, des fois une dizaine quand on roule à plein régime. Voilà, à plein régime. Je suis venu, entretien et tout. Après, prise de fonction, on m'a demandé, bon, ok, en matière d'objectifs, on est en train de se fixer des objectifs. Et on m'a demandé en moyenne par mois combien de dossiers tu peux faire. J'ai dit, je peux faire banalement 3-4 dossiers par mois. Mais en fait, quand on finance ou quand on investit dans une entreprise, quand c'est de l'amorçage, c'est au moins 4 mois pour un seul dossier. Wow. C'est-à-dire que tu peux pas. C'est-à-dire qu'au mieux, tu fais 2 dossiers l'année. Au mieux. Wow. Sinon, si tu arrives à exceller 3 dossiers, tu ne peux pas dépasser 3 dossiers l'année. En tout cas, si tu les dépasses, c'est qu'il y a des process qui ne sont peut-être pas forcément respectés. Et quand tu es en investissement, tu fais un dossier l'année. Voilà. Wow. Ben oui, parce que c'est basé sur la confiance, sur la relation, sur la durée, comme je l'ai dit, et c'est basé sur beaucoup d'aspects. Et aujourd'hui, si je dois te financer, aujourd'hui, je dois financer Layton sans intérêt, sans garantie, ou si je dois financer un projet, c'est que je me donne du temps pour étudier l'entreprise, étudier l'individu, le porteur, étudier l'environnement, étudier beaucoup de choses en fait. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour vous dire qu'en une semaine... c'est impossible. Karma. Karma est impossible, mais on est aujourd'hui
mi-année 2026, si vous aspirez à avoir un financement en fin d'année, pour commencer sur les chapeaux de roue en début d'année 2027, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et 6 mois, c'est largement suffisant pour structurer, pour tout simplement une mise à niveau, pour définir les besoins, pour se mettre, on va dire, en ordre et pour avoir un financement peut-être d'ici 3-4 mois. Voilà, on se lance un défi d'ici fin d'année. En tout cas, on veut créer nous 5 champions. Et l'idée, c'est sur 4, 5, maximum 6 mois, pouvoir en fait faire de la levée de fonds. Et pourquoi cette durée, ce délai-là? Parce que très souvent, en fait, c'est le délai de rigueur. Aujourd'hui, même les projets qui font du financement, qui font de la subvention, c'est pas sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait. Ça prend quand même un certain process, quoi. Il faudrait se préparer d'abord. D'accord. Il faudrait se préparer. Comme il l'a dit, on a 5-6 mois. Donc, si tu as une entreprise, tu veux un financement, tu as 5 à 6 mois pour te préparer pour que 2027, ton entreprise soit finançable surtout. Alors, quelle habitude de gestion distingue les entreprises les plus crédibles? Habitude de gestion. Alors, l'habitude de gestion, déjà, les entreprises qui sont crédibles essaient de matérialiser tout ce qui se passe. Donc, en fait, il y a un croquis qui est là, il y a une décalque, en fait. Même sans les personnes, en fait, les documents te traduisent l'essentiel de l'info que tu veux avoir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, tu as un management intermédiaire qui est là, c'est-à-dire que c'est pas focalisé sur une personne. Tout le monde connaît ses tâches, tout le monde est spécialiste sur quelque chose et tu sens qu'il y a une complémentarité dans l'équipe et tu sens aussi que le promoteur a la tête sur les épaules, a l'envie, a la vision. C'est pas un entrepreneur bling bling non plus, mais c'est quelqu'un qui est dans le développement, dans l'impact. Il t'amène en fait dans sa vision, mais en dehors de ça, côté portefeuille client, ça se voit aussi. En fait, aujourd'hui, un entrepreneur qui a une dizaine de partenaires B2B, qui est bien solide financièrement, et même si ce n'est pas financièrement, où les produits sont top à valeur ajoutée, avec des propositions de valeur, tu as plus cette flexibilité de le financer parce que tu sais en fait que voilà, c'est la bonne entreprise. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut compenser son manque d'expérience? Compenser son manque d'expérience, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est faire un peu de co-création, mais c'est aussi en fait, cette manque d'expérience-là, il y a quand même en fait un existant. Même si aujourd'hui, vous savez en fait une entreprise, même si tu la crées aujourd'hui, elle n'est pas 0-0. Parce que tu as ton expérience à toi. Okay. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est qui? C'est d'abord le promoteur. C'est ça. Donc cette expertise que tu as, d'ailleurs en fait en créant cette entreprise, c'est parce que tu te dis qu'il y a une certaine expertise que je veux mettre en valeur. Donc cette expertise-là, tu la projettes sur l'entreprise. Donc aujourd'hui, si je crée une entreprise aujourd'hui dans le domaine du management et de l'entrepreneuriat, je ne veux pas dire qu'on a 0 année d'expérience. Je veux dire que l'entreprise a été créée, mais avec une équipe qui a une dizaine d'années d'expérience. Je la change comme je veux. Okay. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je pense aussi, comme je l'ai dit, c'est déjà d'approcher ces acteurs-là, les acteurs avec lesquels je veux travailler pour ce financement-là, pour déjà en fait montrer le projet sur lequel je veux qu'eux m'accompagnent. Donc, ils pourront me faire un retour sur les éléments à mettre en place. Aussi, on peut se faire un autodiagnostic pour voir quels sont d'habitude les éléments qu'on demande et est-ce que je suis prêt. Erreur de croire que c'est juste un business plan, un pitch deck et puis voilà. Très souvent pour les projets, ça peut passer. Mais ça ne passera jamais en fait pour quelqu'un qui souhaite un financement durable ou pour une banque ou pour en tout cas un investisseur. C'est pas juste ces deux documents en fait qui vont vous faire en fait lever des sous. Non, c'est beaucoup de choses à voir après, quoi. C'est par exemple le marché. Aujourd'hui, le marché, c'est peut-être la chose, une des choses, à part l'équipe, c'est une des choses qui est aujourd'hui, je pense, la plus déterminante. C'est cette aptitude-là à l'entreprise de montrer qu'elle a déjà un marché qui est existant, soit par l'historique, par le vécu et par, on va dire, le présent,
Mais elle peut montrer aussi qu'il y a déjà des promesses, comme je l'ai dit, dans le futur. Il y a déjà un marché qui est là, qui est acquis. Donc ça permet aujourd'hui aux financeurs d'être un peu plus à l'aise à financer l'entreprise. Mais au-delà aussi du marché, il faudrait montrer en fait la maîtrise en fait du produit. La maîtrise du produit. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le digital ou même dans tout ce qui est, on va dire, les industries créatives et tout, on finance d'abord la maîtrise en fait que le promoteur a de ses produits, parce qu'on sait que c'est lui qui a le cœur de métier, c'est lui aujourd'hui, qui est-ce que je peux citer au Niger, qui est dedans. Aujourd'hui, une chemise cousue par Tatou, par Alfadi et tout, on finance parce que le produit, il est produit par lui. Donc c'est le produit qu'on finance. Aujourd'hui, même s'il crée une nouvelle entreprise, on va financer. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là aujourd'hui, je pense, qui font en sorte qu'on finance ou pas. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, quel rôle peuvent jouer les mentors, les incubateurs et les réseaux pro dans la crédibilité d'une entreprise? C'est les catalyseurs, en fait, en réalité. C'est les catalyseurs. Aujourd'hui, si un cabinet comptable envoie un dossier à une banque pour dire voilà un client qu'on suit, ça fait 5 ans, on lui tient la comptabilité de manière régulière, mais il a un bon de commande ou un marché sur lequel il veut faire une expansion, on souhaiterait que vous puissiez faire un accompagnement financier. Vous êtes sûr à 50% que bon voilà, il n'y a pas beaucoup de choses après à faire pour être financé, parce que déjà vous avez été propulsé par une structure qui est là, qui est sérieuse et en qui la banque a confiance. Maintenant, les mentors, vous avez l'information. Ça y est, la problématique au Niger pour le financement, c'est quoi? C'est la communication, c'est l'information. C'est l'information. Les gens n'ont pas les informations. Les gens n'ont ni l'information, ni la communication, et même quand ils ont l'info partielle, ou ils ont une mauvaise communication, ou pas la communication institutionnelle. Ce qui fait que c'est que quand les opportunités passent, que les gens se rendent compte. Ou quand c'est à 3 heures de clôturer. Je me rappelle, il y avait un financement de 1 million de dollars. Et ce financement-là de 1 million de dollars, on m'a appelé à 20 heures. On m'a appelé à 20 heures, on dit ah, c'est une amie qui est à Abidjan, qui est à la tête donc d'un fonds d'investissement. Et elle m'appelle, elle me dit ok, est-ce que tu as des PME nigériennes? Parce que je pense que dans la liste, elle n'a pas vu de PME nigériennes qui sont dans l'agro. Est-ce que tu as des PME nigériennes? Mais écoute, la clôture c'est à 22 heures, 23 heures maximum, minuit. Il faut qu'ils envoient leur dossier, tout, la data room et tout. Je touche 5-6 entreprises à qui j'envoie les liens et ce qu'il faut pour établir la liste envoyée avec les documents et tout. Sur cette entreprise, il n'y a qu'une seule qui a pu m'envoyer les documents qui sont en ligne. C'est-à-dire qu'aucune de ces entreprises-là n'a les documents en ligne et tout, n'a fait ce qu'il faut. Les opportunités se saisissent aussi. Et donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, même les entreprises que je pensais pouvoir, par exemple, lever ça, n'étaient peut-être pas à ce niveau. Il y a une entreprise, c'est 7 jours, une semaine après qu'elle m'ait répondu pour me dire que c'est maintenant qu'elle a vu le message. Est-ce que c'est tard? J'ai dit, bon, écoute, désolé. C'est super tard. Voilà. Ouais. En tout cas, ça veut dire que quelque part, il faut être prêt avec certains documents, comme ça, dès qu'une opportunité se présente, on prend seulement. Il faut investir dans le réseau, il faut investir dans l'accompagnement et dans le networking. On prend ça trop à la légère au Niger, mais le networking, je pense que je l'avais dit dans une de mes interviews, le networking, c'est la chose la plus importante. C'est même pas... Non, c'est la chose la plus importante en matière de financement, en matière de développement d'entreprise. Parce que ton réseau te fait grandir, ton réseau t'ouvre des portes qu'aucune documentation ne peut t'ouvrir. Il suffit d'un simple coup de fil, il suffit d'une seule visite, il suffit d'un pitch au bon
réseau ou d'une rencontre B2B ou after work pour peut-être gagner 5-10 ans de développement. Ouais, Voilà. ça me rappelle une phrase du coach Simon Ouedraogo qui a fait trop de polémiques. Ok. Il dit un bon numéro est mieux qu'un master 2. Ça, je suis d'accord. Ouais, et c'est exactement ce que vous venez de dire. Ben oui. Et ça a fait polémique. Les gens n'étaient pas d'accord ou je ne sais pas, ils n'ont pas compris cette phrase. En tout cas, le réseau, il est très, très important. L'école est importante aussi. Oui, l'école est importante aussi. Mais le réseau, Ouais. ouais, Ça ouvre. ça ouvre. Ça ouvre. Ouais, parce que moi, je me rappelle quand je voulais lancer mon premier et seul livre pour le moment, Halte à la consommation, j'étais bloqué au niveau de l'impression. Je revenais du Burkina où j'ai fini mon Master 2 justement. Ok. J'avais pas assez de sous. J'ai appelé un ami. Il me dit, il te manque combien? Voilà. Et je voulais un prêt. Mhm. Il m'envoie l'argent. Il me dit, ce n'est pas un prêt. Le bon réseau. Mon Master 2 était là à déposer. Ben oui. Alors, quelle est la plus grande erreur à éviter après un premier refus de financement? Déjà, naturellement, je pense que quand il y a un refus de financement, il faudrait se poser les bonnes questions. Pourquoi ça a été refusé? Et très souvent, moi, je fais cette rétrospective, même quand ce n'est pas un financement, quand c'est un dossier qu'on envoie et qu'on n'est pas sélectionné et tout. Je prends en fait 5 minutes pour répondre. En fait, est-ce que vous pourrez nous faire le feedback sur où est-ce qu'on a failli, où est-ce qu'on n'a pas été bon et tout pour corriger. Donc, quand il n'y a pas de financement, il faut prendre le temps pour savoir qu'est-ce qui n'a pas matché, où est-ce que le dossier a été fébrile pour mieux se préparer, mais aussi identifier si c'est le bon moment ou pas. Parce que peu importe aujourd'hui le type de dossier que vous allez envoyer, si ce n'est pas le bon moment, vous n'aurez pas de financement. Et si ce n'est pas le bon interlocuteur, vous n'aurez pas de financement. Parce que peut-être que ce n'est pas votre dossier, ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas vous qui n'êtes pas bon, mais c'est la structure à laquelle vous faites les demandes qui n'est pas forcément à ce moment T-là mieux indiquée, ou qui n'a pas peut-être la liquidité, qui n'a pas peut-être aussi une politique de financement à cet instant T. Donc peut-être c'est de shifter vers d'autres acteurs. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, on ne les connaît pas. Il y a des fonds de garantie au Niger. On ne fait pas appel à eux, pourtant ils sont là. Il y a quelques institutions de microfinance qui arrivent à un peu pousser. Et il y a des acteurs, peut-être projets, programmes. On ne les connaît pas non plus. Donc il faut shifter pour voir aussi le bon interlocuteur au moment T, en fait. Mais remise en question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que si on décide de ne pas te financer, forcément, il y a quelque chose. Il faut trouver le quelque chose là. D'accord. Alors, maintenant, les prochaines questions, vous allez répondre par OK. toujours, Oui. parfois, OK. ou jamais. Toujours, parfois, jamais. OK. D'accord. Ça, là, toi-même, tu as la réponse, hein, parce qu'il en a dit, mais on va poser quand même. Une entreprise peut être financée sans comptabilité. Jamais. D'accord. 6 mois de création et avoir un financement. Parfois. D'accord. Être financé sans avoir fait de bénéfices. Parfois. D'accord, parfois. Alors, une entreprise familiale inspire davantage de confiance. Toujours. Mais je voudrais revenir sur l'entreprise qui ne fait pas de bénéfices, qui est financée. Il faut savoir qu'il y a des modèles économiques comme l'informatique aujourd'hui, les IA et tout. Quand on te raconte des histoires, c'est des entreprises qui étaient négatives en termes de CA avant d'être positives. Donc, ce n'est pas forcément en fait, que l'entreprise, dès sa création, doit générer en fait, un flux positif. Voilà. D'accord, super, ça fait plaisir. Alors, dernière question, une règle d'or aux entrepreneurs, ça serait quoi? La règle d'or, c'est tout simplement en fait de se mettre de l'autre côté du bureau. L'autre côté du bureau, c'est la chaise en face et de se dire, est-ce que si c'est moi, je financerais cette entreprise? Ça, c'est une bonne question souvent à se poser. Une très bonne question. Ouais, parce qu'on est toujours sur mon entreprise et tout, je veux et tout. Prenez la place de l'autre côté. Vraiment, la place de manière physique ou bien faites la visite et dites-vous, est-ce que si c'est mon argent, je vais l'investir
dans cette entreprise? Est-ce que je vais financer cette entreprise? Et si je ne la finance pas, qu'est-ce que je vais changer avant de la financer? Et vous avez votre réponse à qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir le financement. Ouais, ça c'est très bien. Alors, un dernier mot? Il faut vous inscrire au programme donc d'accélération Cohort FME 2026. Comme ça, on se fixe les objectifs, le challenge d'ici fin d'année de pouvoir lever voilà, des centaines de millions. Super. Et où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Alors, on va vous mettre juste le lien d'inscription donc, dans les commentaires de l'émission. Donc, likez, partagez et voilà, suivez-nous sur l'écran. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a vu qu'avec notre invité, bien évidemment, qui vous a donné beaucoup de détails, qu'être une entreprise finançable, c'est tout un process. Ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas simplement faire des bénéfices ou autre chose, c'est surtout un process. Et si vous respectez tout ce qu'on a eu à apprendre de lui, sûrement que vous serez finançable et que vraiment vous allez porter votre entreprise sur une toute autre échelle. Alors, dites-nous en commentaire surtout ce que vous avez aimé, l'astuce que vous retenez, et si vous avez bien évidemment un ajout à faire, pourquoi pas, faites-le et on est très content. L'astuce revient très bientôt, le mercredi prochain. Sur ce, on se dit ciao, ciao!